Il maîtrise la joute oratoire et l'art de persuader. Alexandre Dubé. On est au 101e jour de guerre en Iran, ce qui devait être une petite excursion pour les Américains. S'éternise. Georges Mercier est analyste et doctorant en sciences politiques au Centre de recherche internationale de Sciences Po à Paris, Université de Montréal aussi. Georges, bonjour. Bonjour Alexandre. Je suis très content. On sera ensemble tout l'été pour commenter l'actualité internationale et prendre le temps de décortiquer ça pour bien nous expliquer ce qui se passe. Et ce matin, avec la situation au Moyen-Orient, ben là, on a un peu l'impression de revivre le jour de la marmotte. On nous a promis des rapprochements, on nous a promis... Oui, il y a une entente qui s'en vient, mais en fin de semaine, je veux dire, ça peut être partout. Manifestement, l'été commence fort. Si on s'attendait à un petit été de ce côté-là, ça ne sera probablement pas le cas. Je pense que ce qu'il faut bien comprendre pour les auditeurs dans ce conflit-là, c'est qu'il y a deux conflits, en réalité. Vous avez celui qui oppose Israël et les États-Unis à l'Iran, contre le programme nucléaire iranien, contre les missiles, contre le soutien aux milices. Puis vous avez un second conflit qui concerne un peu moins les Américains, entre Israël et le Hezbollah qui est une milice terroriste, islamiste, qui opère dans le sud du Liban. Le problème, c'est que le régime iranien, depuis sa fondation, se réserve un droit qui est assez particulier, c'est celui d'aller s'ingérer dans d'autres pays. Donc, ce que les Iraniens font, c'est qu'ils entraînent et forment les membres du Hezbollah au Liban et ils disent essentiellement aux Américains, écoutez, nous n'aurons pas d'entente si vous ne parvenez pas à forcer, le terme est approprié, à forcer les Israéliens à cesser d'attaquer nos alliés du Hezbollah. Le problème, c'est quoi? C'est évidemment que le Hezbollah est une menace pour Israël et le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, ne peut pas aller voir sa population et dire « Mon grand frère à Washington m'a ordonné, c'est parfois le langage de Trump, de cesser de frapper le Hezbollah, donc tolérez des attaques chez vous. » Dans la mesure où les Iraniens disent « Pas de deal si un deal n'inclut pas le Hezbollah », on se retrouve dans une situation toujours très volatile parce qu'il y a plusieurs acteurs qui peuvent relancer les hostilités. C'est ce qu'on voit en ce moment. Jusqu'à quel point, Georges, le président Trump et Benjamin Netanyahou s'entendent encore bien? Parce que là, on a vu, il y a eu des fuites dans les médias de certaines conversations très, très, très houleuses entre les deux. Au cours de la fin de semaine, Trump devait reparler à son homologue pour essayer de calmer ça, l'inciter à ne pas répliquer. Là, c'est pas ce à quoi on assiste. On a l'impression que Netanyahou fait à peu près ce qu'il veut, puis après ça, Trump, lui, c'est sûr que ça fait pas son affaire. Là. Très, très houleuse. La semaine dernière, on apprenait que Trump aurait dit à Benjamin Netanyahou « Vous êtes un fou, personne ne vous aime si vous n'êtes pas en prison. » Parce qu'il y a les affaires de corruption qui tournent autour du premier ministre israélien. Si vous n'êtes pas en prison, c'est grâce à moi. Fait qu'écoutez-moi. Trump confirme ces paroles-là. Donc, manifestement, il y a un agacement, puis on comprend pourquoi il est agacé envers Benjamin Netanyahou. De l'autre côté, quelques jours après, ils se reparlent, ils se sont parlé hier, et ils disent « Nous sommes à peu près alignés. Évidemment, il y a des intérêts qui sont différents des miens, mais néanmoins, nous demeurons des partenaires. » Il faut dire que Donald Trump, c'est peut-être le président américain depuis la création de l'État d'Israël qui est le plus proche des intérêts israéliens. C'est lui qui avait déplacé l'ambassade américaine à Jérusalem, notamment, qui est un symbole assez fort. C'est lui qui a accepté d'entrer en guerre à 2 reprises contre l'Iran pour aider Israël. Donc, s'il y a, disons, un peu de mauvais esprit entre les deux, il n'est pas permanent. Maintenant, Trump a raison, d'une certaine manière, d'être agacé contre Benjamin Netanyahou parce qu'on rappellera que la guerre en Iran, il veut y mettre fin. Il veut y mettre fin et pour ce faire, il doit enlever toutes les épines dans son pied. Et Benjamin Netanyahou, ses intérêts à lui, de protéger Israël du Hezbollah, c'est une épine majeure. Donc on peut s'attendre à d'autres anicroches entre les deux. Chose certaine, les Américains offrent à Israël par année des milliards de dollars d'aide militaire. Donc lorsque Washington parle, Israël a intérêt à écouter. Le problème, c'est qu'Israël, c'est aussi une démocratie souveraine qui possède ses propres industries militaires et une forme d'agentivité. Et au final, les Israéliens sont tout à fait conscients qu'ils ont une politique d'assurance-vie qui est les Américains. Exemple de ça, Israël décide hier, contre la volonté de Donald Trump, de frapper en Iran, ce qui lance l'escalade qu'on a en ce moment. Les Américains ne sont pas aux côtés d'Israël dans une force offensive en ce moment. Il n'y a pas des avions américains qui frappent des sites iraniens, mais ils le sont dans une force défensive. Il y a des ressources américaines qui aident à protéger Israël, donc ils sont impliqués contre leur volonté. Est-ce qu'on peut encore croire à une sortie de crise rapide? Là? Parce que dans les dernières semaines, les manchettes se répétaient « Oui, on est proche d'un deal, on est proche d'une entente ». Or, souvent dans les heures et dans les jours qui suivaient, il y avait des frappes. Un accusait l'autre de ne pas respecter le cessez-le-feu.
Est-ce qu'on y croit encore ou ça va s'empêtrer pendant peut-être pas encore une centaine de jours, là, mais on n'est pas au bout de nos peines? Mais il y a un problème de fond. C'est que les deux parties, les Américains et les Iraniens, sont persuadés qu'ils ont gagné. Les Iraniens sont persuadés qu'ils ont gagné parce que leur objectif principal, c'était pas d'infliger des dommages aux bases américaines, c'était simplement de survivre. Le régime voulait se maintenir en place. Il est encore en place. On a beau avoir décapité plusieurs leaders, il s'est reconsolidé, reformé. Bon, du côté américain, on s'est dit, on a détruit tellement de navires, tellement de lanceurs de missiles, tellement d'avions, tellement d'infrastructures que nous aussi, on a gagné d'une certaine manière. Donc là, c'est une question de qui peut attendre le plus longtemps. Il y a deux éléments qui pourraient vraiment faire changer les choses. Le premier, depuis le début du conflit, on nous annonce une crise énergétique majeure. On se dit, vous aviez 20% du pétrole et un peu moins du gaz de la planète qui passait par le détroit de Hormuz, donc forcément, on va avoir une crise économique. Si ça arrivait, les Américains auraient intérêt à mettre fin au conflit, mais les Iraniens aussi. Cette crise-là, on l'a annoncée, elle n'est pas encore là. Est-ce qu'elle arrivera? Peut-être. Deuxième élément, on attend depuis le départ du côté américain que le blocus qu'on impose au port iranien asphyxie le régime économiquement et le contraigne à se rendre finalement à la table de négociation. Ça non plus, c'est pas encore arrivé. Est-ce que ça pourrait arriver? Oui, parce que d'une certaine manière, les Américains font bel et bien des dommages aux Iraniens qui ont besoin de sources de revenus pour financer leur propre régime, mais aussi pour financer le Hezbollah au Liban. Alors, c'est pas une question qui est simple. On va continuer, bien sûr, de vous en parler, de vous le vulgariser au maximum. Et il faut absolument, Georges, dire un mot sur un discours en fin de semaine de Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense, ce que Trump aime appeler le secrétaire de la guerre, hein, ça fait plus belliqueux. Il y avait des cérémonies soulignant le débarquement de Normandie et il est allé d'une déclaration concernant les migrants là, qui fait sourciller. Bien, effectivement, j'ai trouvé ça assez fascinant parce que, bon, chaque année, évidemment, on célèbre le débarquement de Normandie où les Alliés, puis je souligne, les Alliés ont décidé d'envahir la France pour vaincre l'Allemagne nazie. Bon, c'était une œuvre collective. C'est des Américains qui se battaient aux côtés d'Anglais, mais aussi de Canadiens. Donc, c'est une célébration qui nous concerne. Deux éléments curieux. Pete Hegseth décide de ne pas assister à la célébration internationale avec les Alliés. Il dit, moi, je vais souligner ça dans une célébration purement américaine, proche d'un cimetière de soldats américains. Déjà un mauvais signal qu'on envoie, parce qu'on s'est battus ensemble, pourtant je célèbre seul. Oui. Et là, il fait un discours, et les responsables de la Maison-Blanche actuelle ont une drôle de tendance. Ils vont en Europe et ils insultent les Européens, leur disent qu'essentiellement, ils ne savent pas comment faire de la politique et ils ne savent pas comment gérer leur propre pays. Donc là, plutôt que de souligner les efforts communs, il leur dit une chose très curieuse. Il y a eu des débarquements durant la Seconde Guerre mondiale. Écoutez, il y en a encore. Il y a des hommes et des bateaux qui accostent sur les côtes de la Méditerranée. À quoi il fait référence? Très clairement à l'immigration un peu massive en Europe. Évidemment, ça suscite des réactions, mais c'est encore un symbole que les Américains veulent vraiment imposer aux Européens les thèmes qui sont très importants chez eux, notamment une guerre culturelle contre les politiques migratoires. Donc, que Pete Hegseth aille là-bas, ça se situe dans la continuité à peu près parfaite des deux discours qui avaient beaucoup choqué, celui de J.D. Vance à Munich en 2025 et celui de Marco Rubio à Munich cette année. Donc voilà, on est dans une continuité ici. La question, c'est si les Américains continuent systématiquement à intimider les Européens, est-ce qu'ils pourraient vraiment avoir leur aide parce qu'ils en auraient éventuellement besoin pour le conflit en Iran? On parle moins avec tout ce qui se passe en Iran, Georges, de ce qui se passe en Ukraine. Et cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, il y a eu une attaque massive de drones. Et ça, c'est très significatif, parce qu'on pense que dans le conflit en Iran, entre les États-Unis et l'Iran, on est dans un genre d'éternel retour, puis un statu quo où finalement personne ne va vraiment l'emporter à court terme. Alors quand dans le conflit russo-ukrainien, dont on parlait moins, il y a eu une genre de transformation du champ de bataille dans les derniers mois, où l'Ukraine, sans vaincre la Russie, on est très loin de là, parvient à imposer des coups de plus en plus importants à Vladimir Poutine et notamment à frapper à l'intérieur de la Russie grâce à des drones de moyenne et longue portée. Et ce qui est fascinant avec ça, c'est que depuis le début du conflit, Poutine avait dit aux Russes, écoutez, c'est une guerre loin de chez vous, bien que ce soit à la frontière, ne vous inquiétez pas avec ça, ça ne vous touche pas. Et les Ukrainiens parviennent à entrer en Russie et à faire comprendre aux Russes que la guerre, non, elle les touche économiquement, elle les touche sur leur portefeuille et même physiquement maintenant. Et ça change un peu le rapport de force. Et là, moi, ce que je trouvais vraiment intéressant par rapport à ça, c'est que ça offre peut-être une occasion à Vladimir Zelensky de retourner
vers la Maison-Blanche et dire à Trump, écoutez, là, ça va mal au Moyen-Orient. Est-ce que ça ne vous tenterait pas d'avoir une victoire? Pourquoi vous ne recommenceriez pas à m'aider? C'est peut-être un peu optimiste, mais c'est une possibilité qui se présente. Parlant de conflit qui s'éternise, ça, c'en est un très bon exemple. Merci beaucoup, Georges. À bientôt. Salut.